candidature de Géraldine et d'Adil, et pour parler aussi d'une campagne nationale qui se joue en ce moment pour les présidentielles du NPA. Je vous remercie d'accueillir Olivier Besancenot. Oubliez que je viens de Paris, parce que là, franchement, c'est me savonner la planche. Salut à tous et à toutes. Moi, je voudrais dire 2-3 mots, évidemment, de la campagne électorale en général, présidentielle et législative. Vous dire que quand on me demande, par exemple, pourquoi je suis heureux d'être le facteur attitré de Philippe Poutou, pourquoi je suis content d'appeler à voter pour Adil et Géraldine, simplement parce qu'il y a de l'authenticité et qu'eux, ils connaissent leur quotidien. Voilà, et on devrait peut-être commencer par ça. La plupart des politiques, ils connaissent rien de nos quotidiens. Ils sont à l'ouest. Et c'est pas nouveau. Et peut-être qu'il faut commencer à prendre le problème comme ça. Parce que là, c'est plus une campagne électorale qu'on a, c'est des paradoxes, que des paradoxes. Alors qu'ils soient à l'ouest, c'est pas complètement neuf, ok, mais là, dans la campagne, je veux dire, on a tout et n'importe quoi. Nos sujets de préoccupation, ils ont été grénés là, à cette tribune, mais on pourrait faire toutes les réunions publiques. C'est toujours les mêmes. Les salaires, les services publics, la précarité, le logement, bref, tout ce qui nous préoccupe au quotidien, le matin, le midi, le soir, c'est tous les sujets politiques que vous allez retrouver pas discutés dans la campagne. Et donc, ils font tout pour nous faire zapper les problèmes essentiels. Donc, par exemple, ça, c'est l'expression de Philippe Poutou, mais plutôt que de savoir si oui ou non on va avoir de la viande à manger dans nos assiettes, ce qui les anime pendant une semaine, c'est de savoir si elle est halal ou si elle ne l'est pas. On a un rapport, 2 rapports, 3 rapports, avec la démagogie politicienne au passage. Ils nous expliquent et ils nous tiennent en haleine pour savoir, par exemple, pourquoi Depardieu soutient Sarkozy. Entre nous, on s'en fout carrément. Dimanche soir dernier, il paraît que c'est le grand tournoi de la campagne, pour qui va voter Bernard Tapie? Oh, Sarkozy, incroyable. Et il nous dit pourquoi? Parce que Sarkozy, il a sauvé le système bancaire. Bon, après, ça nous parle. Puis en plus, il a sauvé son compte bancaire à lui, au passage. C'est une petite négociation au moment de l'affaire Adidas, et on s'en souvient tous. Et puis là, avec les événements tragiques, haineux, racistes de ce qui vient de se passer à Toulouse et Montauban, il y a l'exploitation politique pour faire en sorte qu'il y ait maintenant un long tunnel pour que jusqu'à l'élection, on discute de rien d'autre que de ça, avec leur récupération qu'on connaît. Donc nous, on essaie simplement d'amener ça. Parce qu'ils connaissent rien, nos vies. Alors, avec le gouvernement, c'est carrément la caricature, parce que, en plus, quand ils commencent à se préoccuper des questions sociales, c'est peut-être le pire. Peut-être qu'à droite, vaut mieux même pas qu'ils s'occupent des questions sociales. Parce que quand ils s'en occupent, ça donne par exemple Nora Béra, elle est au gouvernement, je ne sais pas si vous avez vu, donc elle se dit, il faut faire du social. Donc prends-toi la tête, mobilise ton esprit, sors-nous une proposition. Elle tient un blog, c'est au moment du grand froid, et là, au moment du grand froid, après avoir mobilisé son esprit, elle conseille, je cite au SDF, de ne pas sortir. Voilà, vous dire à quel point ils sont à l'ouest. Guéant, toujours lui, il nous explique pour bien convaincre que Sarkozy est devenu du président des riches, candidat du peuple, que le candidat, je cite, mène une vie d'une austérité extrême. Il parle de Sarkozy. Et Carla qui passe 48 heures après pour expliquer nous sommes des gens modestes. Bref, la rue, rien que de la rue, du véridique, on les connaît. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe. Il y a un an, je ne sais pas si vous vous souvenez, un truc démentiel qui se passait dans ce pays, c'était la crise écologique. Ils nous parlaient que de ça. Et bien maintenant, ne me demandez pas pourquoi, c'est fini. Les organismes génétiquement modifiés, c'est plus un problème. L'épuisement des ressources naturelles, c'est plus un problème. Diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, c'est plus un problème. Même le nucléaire, évidemment, c'est plus un problème, puisqu'ils sont carrément à mort pour le nucléaire. Donc tout ça, c'est terminé. Parce qu'ils font de la magie. En 2007, je me souviens, les quartiers, c'était la grosse préoccupation. Ils sillonnaient tous les quartiers populaires. C'est fini. Et vous savez pourquoi c'est fini? Parce qu'en 2007, 2005, c'était encore proche. La révolte des quartiers, c'était encore proche. Et à partir d'eux, c'est que comme ça qu'ils envisagent les choses. Tant qu'on n'est pas au bord de la rupture, tant qu'on n'est pas à 2 doigts du fait que ça pète, ça les intéresse pas. Et il n'y a que des paradoxes comme ça. Quant à la crise financière, celle que Sarkozy expliquait qu'en 2008, c'était la plus importante de l'histoire, là aussi, coup de Majax, c'est terminé. Et le plus gros des paradoxes, c'est quand ils abordent la crise économique, ils nous expliquent qu'il faut continuer les politiques libérales. C'est-à-dire les politiques qui ont expliqué la crise des subprimes aux États-Unis en 2008. Parce que s'il y a eu une crise financière aux États-Unis en 2008, c'est parce qu'il y a eu des politiques libérales. Il y a des millions de personnes qui ont pris des crédits pour acheter des maisons. Ils se sont retrouvés dans la merde, ils ont été incapables de satisfaire leurs crédits. Du coup, leur dette, c'est devenu la dette des organismes financiers. Il y a eu des plans de sauvetage des banques, vous vous souvenez, avec des centaines de milliards d'euros, des centaines de milliards de dollars, et là, ils ont trouvé tout de suite. Donc la dette des banques est devenue les dettes publiques. C'est comme ça que ça s'est passé. Et le paradoxe, c'est qu'ils proposent de continuer ces politiques-là, qui nous asphyxient, qui fait baisser le pouvoir d'achat, qui fait que les gens, ils n'ont même plus les moyens de consommer quoi que ce soit, et qui accentue la crise elle-même. Alors, qui dit une campagne de paradoxe, du coup, on se tape quoi? Des candidats qui sont des paradoxes en eux-mêmes.
Et le premier des paradoxes, c'est Sarkozy. Et le premier des paradoxes à propos de Sarkozy, c'est qu'il soit simplement candidat entre nous, soit dit. Parce qu'avec la politique de merde qu'il a menée quand même pendant 5 ans, c'est son bilan qu'il aurait dû présenter, pas sa candidature. Et avoir la décence de ne pas se représenter devant nous, avec les inégalités qui ont été développées, avec le nombre de casseroles qui se trimballent quand même. C'est plus un gouvernement, c'est une cuisine. Et ça devrait ressortir même dans la campagne. Il y a quelques journalistes courageux qui en parlent. Est-ce qu'il a touché ou pas de l'argent de Kadhafi? Tous ces trucs, oh, mais ils viennent vers nous et nous disent, mais attendez, la loi c'est la loi, tolérance zéro, mais qui commence par eux-mêmes. Lui qui nous avait expliqué que plus personne ne dormirait dans la rue. Rien que ça devrait suffire à ce qu'il ne se présente pas. Deuxième paradoxe, François Hollande. Et le paradoxe de François Hollande, je vais vous dire ce que c'est. C'est qu'il va peut-être battre Nicolas Sarkozy, mais il ne battra pas son adversaire. Si son adversaire à François Hollande, c'est celui qu'il a déclamé à son premier meeting de campagne. Vous savez, quand il était chaud bouillant, il s'est dit, bon là, maintenant, il faut que j'y aille. Il a dit, mon adversaire, je ne peux pas le nommer, il n'a pas de visage. C'est la finance. Bah, si c'est son adversaire, la finance, je vais vous dire quelque chose, François Hollande, il ne va pas battre son adversaire. Parce que le même type, le même candidat, qui, une semaine avant, nous explique qu'il va donner du sens à la rigueur, moi je suis comme vous, la rigueur, je sais ce que c'est. Avec ou sans sens, je sais ce que c'est de la rigueur. Et un candidat qui vous dit, je vais donner du sens à la rigueur, c'est un mec qui ne va pas faire transpirer le CAC 40, il ne va pas faire peur aux spéculateurs, il ne va pas faire peur aux banquiers. Troisième paradoxe, je le dis au passage, Marine Le Pen, paraît qu'elle est plus soft que son père. C'est quoi ces histoires? Elle a peut-être changé en partie le logiciel de l'extrême droite. Ouais, on n'est plus dans la période old school du père, la période Algérie française, avec des libéraux racistes, mais qui sont toujours libéraux, qui finissent toujours par voter les réformes de droite. Là, elle est sur un autre logiciel. Elle fait quoi, Marine Le Pen? Elle fait de la démagogie sur le terrain de l'anticapitalisme et du nationalisme. Elle fait du national anticapitalisme, Marine Le Pen. Ça, c'est un logiciel qui existe dans l'histoire de l'extrême droite. C'est celui des années 30. Et on sait comment ça s'est terminé. Et ce serait plus soft. Mais de quoi c'est plus soft? De quoi on parle? On parle d'image. Et puis maintenant, je vais aborder un paradoxe, le nôtre. Comme ça, ce sera plus clair. C'est qu'on a une crise globale du système capitaliste, depuis 2008, une crise structurelle. Comment ça se fait que ça ne profite pas plus aux anticapitalistes? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que notre problème à nous, et notre marque de fabrique, c'est que tout ce qu'on raconte, ça marche à une seule condition. C'est qu'on se fasse violence. Qu'on aille sur le terrain des politiciens professionnels, qu'on leur dise, comme l'a dit Adil, maintenant c'est fini, vous parlez plus en notre nom, maintenant c'est notre tour. On fait irruption sur la scène sociale et politique. Peut-être qu'on ne connaîtra pas tout sur tout, mais on va vous dire peut-être. Mais pour ça, il faut avoir confiance en soi-même. Il faut croire en nos propres forces. Et c'est ça le problème. Et là, il n'y a pas besoin de ramener des politologues. Hein. C'est dans notre vécu. Quand il y a une crise économique comme ça, et dans les quartiers, on le sait encore parce que la crise économique, elle date de bien avant. Quand il y a 5 millions de chômeurs dans un pays, qu'est-ce qu'on nous dit pour ceux qui ont encore la chance d'avoir un taf? T'es pas heureux? Tu veux l'ouvrir? Tu me demandes quoi sur tes conditions de travail? Mais prends la lourde, dégage. Il y a 5 millions de personnes qui attendent une seule chose, c'est prendre ta place. Et on sait à quel point ça pèse sur les rapports de force. À quel point c'est une des raisons pour lesquelles en ce moment, il y a plus de défaites sociales que de victoires. Mais entre nous, c'est pas nouveau. Parler d'éducation populaire, mais l'histoire du mouvement ouvrier, il faudra peut-être s'en souvenir aussi. Après la crise de 1929, dont ils ont tous parlé, avant les grandes grèves générales de 1934, avant la grande grève générale de 1936 de nos anciens qui ont arraché les congés payés, avant la révolution espagnole de 1936, il y a eu des années de reflux politique, de ressac, des moments où on allait à contre-courant, où nos anciens ont tenu, dans des circonstances autrement plus compliquées. Donc le problème, c'est que ça nous donne des responsabilités. Et les responsabilités que ça nous donne, c'est d'avoir des responsabilités sociales et politiques. Sociales, c'est que du coup, on a besoin de victoires sociales, même partielles, même locales. Quand on gagne sur une école, quand on empêche ne serait-ce qu'un seul, sans papier de partir, on recroit en nos propres forces. C'est mieux que tous les meetings, tous les discours du monde. Nous, on n'a jamais été autant cotés au NPA que quand il y a eu la victoire du non de gauche au traité constitutionnel européen, ou au moment de la victoire du contrat de première embauche. Parce qu'il n'y avait pas besoin de mettre des disquettes de course. Les gens, ils savaient, ouais, j'ai lutté, j'ai été solidaire, on s'est serré les coudes, ça a marché. Donc maintenant, on se tourne vers qui? Bah, vers vous. Mais dans les moments où c'est pas évident, et bah, c'est dans ces moments-là où il faut tenir. Et du coup, être unitaire pour 1000, pour construire tous les collectifs de résistance qui doivent être faits, dans tous les domaines, partout où il y a une attaque. Et puis coordonner les résistances entre elles. Parce que diviser pour mieux régner, ils savent le faire. Prendre les quartiers à part, les entreprises à part, les quartiers les uns derrière les autres, les entreprises les unes derrière les autres. Et on sait à quel point c'est tout sauf spontané d'aller au-delà des autres.
On l'avait expliqué à plusieurs reprises. Mais nous, on n'est pas des politiciens professionnels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un boulot, on n'en a pas, sur la base du temps libre qui nous reste, il faut faire en plus. Là où eux, ils n'ont que le temps à 100% de le faire. Donc ouais, ça prend du temps. Et quand en plus de tout ça, il faut aller au-delà, et ben c'est compliqué. Et pourtant, il faut le faire. La responsabilité politique, enfin, c'est un peu les propositions, puisque la grande vanne en ce moment, c'est de nous expliquer que nous, on est bon qu'à résister. Qu'en gros, on sait que s'opposer. On ne sait pas proposer. Alors d'abord, à gauche, ceux qui nous disent ça, feraient bien de commencer à apprendre à résister, avant de nous donner des leçons. Parce que résister, c'est important. Et proposer, c'est faire état des propositions concrètes qui ont été faites là. Et je vais vous dire quelque chose, nous, il y a 3 drapeaux qui nous tiennent à cœur. Celui de l'anticapitalisme, celui de la démocratie directe, et puis celui de l'internationalisme. Ces 3 drapeaux, s'il n'y a pas les candidatures dont on a parlé à la présidentielle avec Philippe, avec Adil et Géraldine ici aux législatives, c'est les drapeaux qui vont disparaître au fur et à mesure. L'anticapitalisme, moi je parle du vrai. Celui qui vous dit, et ça c'est notre slogan de campagne, théoriquement il n'y a même pas besoin d'être révolutionnaire pour le partager. On dit quoi? On dit c'est aux capitalistes et aux capitalistes seuls de payer la crise. Il paraît que ça serait être énervé, être révolutionnaire. Quand il y a une pollution, c'est les pollueurs qu'on fait payer. Pourquoi on nous dirait à vous, vous n'êtes pas responsable et c'est vous qui allez payer? Alors la droite, j'en parle pas, on les connaît. Les capitalistes sont responsables, qu'est-ce qu'ils vont faire aux capitalistes? Des grands cadeaux. À part Sarkozy, qui vous avez vu, il a eu un trou de mémoire, en fait il a bugué pendant 5 ans. Il ne se souvient plus du Fouquet, c'est tout, et puis il a dit, mais comment, un mois avant la campagne, il dit, mais je viens de me rendre compte que les entreprises du CAC 40 payent moins d'impôts que les artisans, et moi, Nicolas Sarkozy, dans le mois qui me reste, parce que je n'ai pas été élu pour rien faire, je vais m'attaquer au grand capital. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui visiblement y croient encore un petit peu. Parce que le plus gros des paradoxes dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'à l'heure où je vous parle, on n'est toujours pas sûr qu'ils soient battus, en plus. Eux, on les connaît. Ils ont fait des cadeaux au capital, ils vont continuer à en faire. Mais à gauche, à gauche, entre la gauche la plus libérale jusqu'à une partie de la gauche radicale, on nous dit quoi? Faut taxer le capital à hauteur du travail. Alors plus ou moins? Non. Nous, on ne veut pas nous taxer du tout. C'est terminé, ça. Parce que de l'argent, il y en a. Alors il y a ceux qui vont vous dire, parce que maintenant c'est un peu en vogue, on va prendre le capital et on va leur mettre un grand coup de tête. Ça, c'est des mots. Et puis il y a les propositions, l'action concrète. Et la première des actions concrètes quand on dit de l'anticapitalisme, c'est quoi? C'est-à-dire, puisqu'ils sont responsables de la crise, on arrête d'honorer nos dettes à ceux qui sont responsables. Un des plus gros budgets de l'État, c'est les intérêts de la dette. 50 milliards d'euros. Ça ferait combien d'écoles? Combien d'hôpitaux en plus? Combien de logements sociaux en plus? 50 milliards d'euros qui servent à une minorité de privilégiés pour spéculer sur les déficits. Déficits publics dont ils sont responsables en plus. Parce que le pire de tout, c'est qu'à cause des cadeaux fiscaux, on a créé les déficits. Et pour rien d'autre. On en a parlé tout à l'heure vite fait au moment de l'éducation populaire, mais c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on se présente à vous à la télé en vous disant les dettes. Et nous, les dettes, on connaît. Ça nous parle à fond. Et on nous dit les dettes, c'est normal, on dépense trop. Et nous, ça nous parle à fond. Sauf qu'il y a une grosse... Et puis ça s'adresse en disant, mais regardez, l'État, c'est comme les ménages, c'est-à-dire c'est comme nous. C'est pas qu'on dépense trop. Nous, ça nous parle à fond. Sauf qu'il y a une sacrée différence entre l'État et nous. C'est que l'État a des recettes fiscales. Ça veut dire que l'État décide lui-même de ses rentrées financières en fonction des impôts qu'il fixe. C'est une toute petite différence avec nous, parce qu'à ma connaissance, on ne fixe pas les revenus qu'on se fixe chaque mois. Sinon, ça se saurait. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas me dire, tiens, ce mois-ci, je vais me mettre 4000 palos, tranquille. Ah non, l'État peut le faire. Et le problème, je ne vais pas vous bomber de chiffres parce que ça ne sert à rien, mais s'il y en a un seul, quand on vous dit on dépense plus, il faut dire je t'arrête, c'est faux. Aujourd'hui en France, on ne dépense pas plus qu'il y a 30 ans. Il n'y a pas plus de dépenses sociales dans le PIB, c'est-à-dire les richesses annuelles, qu'il y a 30 ans. On est autour de 21% du PIB, ça n'a pas bougé. Ce qui explique les déficits, la dette, c'est les recettes de l'État, qui sont passées de 21% du PIB à 16% du PIB. J'invente rien, c'est énorme. Mais c'est la vérité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les gouvernements ont décidé sciemment de paumer de l'argent en faisant des cadeaux fiscaux aux plus riches, des subventions publiques, des exonérations. Du coup, les déficits créent la dette. L'État endetté emprunte à qui? Je vous le donne en mille. Ceux à qui il est donné des cadeaux fiscaux. Et il gagne au grattage ou au tirage. Il gagne 2 fois. Et nous, on lui dit, vous allez payer. Eh ben non. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que si un jour, il y avait un gouvernement vraiment de gauche, pas du blabla, un gouvernement qui nous défende, comme Sarkozy a défendu les riches, eh ben, il ferait tout de suite comme mesure d'arrêter le